Je m'appelle Yakutani, pharmacien-chercheur reconnu mondialement épuisé par des années de travail acharné dans un laboratoire pharmaceutique. Mais le jour où tout a basculé, j'étais encore une fois submergé de fatigue, obsédé par une seule idée, mettre au point un remède qui pourrait sauver ma petite sœur, Chiyu, rongée par une tumeur inopérable. Je me souviens de sa voix d'enfant me demandant si elle guérirait un jour. Je me souviens aussi de ma colère face à l'impuissance des médecins qui parlaient de malchance. Non, il ne s'agissait pas de chance. Il fallait un médicament efficace, point final. C'est avec cette rage silencieuse que j'ai continué mes recherches, nuit après nuit, jusqu'à cette dernière fois où j'ai lancé une expérience en notant machinalement, début 3h42, fin prévu 4h42, et où plus rien ne s'est passé comme prévu. Je me suis réveillé dans un lit inconnu, le corps traversé de décharges étranges, une servante du nom de Charlotte penchée au-dessus de moi, m'appelant Monsieur Pharma. Pharma de Médicis. Un nom qui sonnait presque comme celui d'un laboratoire pharmaceutique. J'ai compris peu à peu que j'étais mort d'épuisement dans mon ancienne vie, et je venais de me réveiller dans le corps d'un jeune noble, frappé par la foudre, dans un monde entièrement différent. Un empire où la médecine ressemblait à celle d'un autre siècle, mais où existait quelque chose d'extraordinaire, la magie sacrée, les arts divins. Charlotte m'a expliqué que ma famille, les de Médicis, était une illustre lignée de pharmaciens impérial, que mon père Bruno est un médecin impérial, et que je maîtrisais autrefois l'art divin de l'eau. Le problème, c'est que je ne me souvenais de rien, jusqu'à ce que je visualise instinctivement la structure moléculaire de l'eau, H2O, 2 atomes d'hydrogène, un d'oxygène et qu'une véritable trompe d'eau jaillisse de mes mains, trempant la pauvre Charlotte au passage. J'ai vite découvert que je pouvais créer n'importe quelle substance dont je connaissais la structure chimique. De l'or, du sel, du sucre. Mes connaissances de pharmacien de mon ancien monde semblaient s'être fusionnées avec la mémoire du jeune Pharma. Le lendemain, ma préceptrice Éléonore est venue reprendre mes leçons d'art divin. Elle a tout de suite remarqué que j'avais changé de comportement. Pire, quand j'ai tenté de lancer une simple lance d'eau, j'ai involontairement libéré une puissance incontrôlable qui a fait exploser le compteur de force divine, un phénomène jamais vu, apparemment réservé aux dieux ou aux monstres. Sur ma peau est même apparue une marque étrange, brillant d'une lueur bleutée, que Charlotte avait prise pour le sceau sacré du dieu de la pharmacie. Puis, en aidant Éléonore à retrouver ses repères sans ses lunettes cassées, j'ai remarqué instinctivement une douleur à son doigt, une entorse, et sans même y penser, j'ai vu son mal comme si mon regard pouvait sonder son corps. Elle a blêmi, murmurant que je venais de manifester l'œil divin du dieu de la pharmacie, une capacité impossible pour un simple mortel. Et pour couronner le tout, elle a remarqué que je n'avais plus d'ombre. Elle a hurlé et pris la fuite, terrifiée par ce que j'étais devenu. Me voilà donc coincé dans ce nouveau monde, habité par les souvenirs et les compétences d'un chimiste du 21e siècle, doté d'un pouvoir que personne ne comprend, pas même moi. Une chose est sûre, cette fois, je compte bien m'en servir pour soigner, vraiment soigner, et peut-être, enfin, tenir la promesse que je n'ai jamais pu accomplir pour ma petite sœur. Le lendemain matin, mon père m'apprend qu'Éléonore, ma préceptrice, veut démissionner. Elle prétexte une forte fièvre. La vérité, je la connais, elle m'a vu sans ombre, et la peur la fait fuir en hurlant. Mon père m'envoie chez elle avec une potion contre la fièvre. L'occasion parfaite pour réparer les dégâts. Dès mon arrivée, elle recule, terrifiée, persuadée que je suis venu la réduire au silence pour de bon. Il me faut la rassurer, lui prouver que je ne suis ni un monstre ni une menace. Je lui offre un remède de mon cru, des fleurs, et surtout la vérité. Je ne comprends rien à cette magie qui m'habite, et j'ai besoin d'elle pour apprendre à la maîtriser. Elle accepte de rester, à condition de garder ses distances, et son sceptre, juste au cas où. Dans les jours qui suivent, je croise les domestiques du manoir un à un. Et sans le vouloir, mon regard, scanné, leurs mots, reflux, orgelet, angine, arthrose. Je vois tout, instantanément, comme si mon œil pouvait lire à travers la peau. Alors je fais ce qu'aucun noble ne fait jamais dans ce monde, je synthétise des remèdes et je les distribue aux domestiques, gratuitement. Leur réaction me bouleverse. Des larmes, de la gratitude sincère. Jamais personne ne les avait soignés auparavant. Dans cet empire, les médicaments efficaces sont un luxe réservé à la noblesse. Les pauvres, eux, n'ont que la superstition pour se soigner et une espérance de vie qui en paie le prix. Ça me met en colère. Dans mon ancien monde, sauver une vie ne devrait jamais dépendre d'un rang social. Puis la maladie frappe chez moi, ma petite sœur Blanche attrape la varicelle. Mon père m'interdit formellement de l'approcher, jusqu'à ce qu'il se souvienne que j'y ai déjà survécu, enfant. Immunisé, j'ai enfin le champ libre pour agir. Alors je fais ce qu'aucun médecin de ce monde n'est capable de faire. Je synthétise, de mémoire, un antiviral entier, un médicament que cette époque ne connaîtra jamais. Je le glisse dans un macaron pour cacher son amertume, et Blanche guérit à une vitesse qui interroge même mon père. Elle, en revanche, ne voit qu'une chose, je suis devenu plus doux, plus présent qu'avant. Et elle m'aime pour ça. Le soir, seul dans ma chambre, le doute me rattrape. Je crée de la matière à partir de rien. Je vois à travers la chair des gens. Je n'ai pas d'ombre. Je suis déjà mort une fois. Quel est le prix de tout ce pouvoir? Je n'ai pas le temps d'y réfléchir davantage. Mon père entre, le visage grave. Il n'a pas une minute à perdre. L'impératrice en personne a besoin de lui et il me demande de l'accompagner au château. Une toux inquiétante secoue Bruno pendant qu'il m'explique la situation. L'état de l'impératrice s'est brutalement aggravé. En chemin vers le palais, je remarque c'est tout suspect, mais je n'ai pas le temps d'y réfléchir. Nous voilà devant Élisabeth II, souveraine de cet empire, entourée de son médecin en chef et d'astrologues censés lire son destin dans les étoiles. Leur diagnostic, les astres sont mauvais, sa fin est proche, je manque de m'étrangler. Ces gens dirigent la médecine de tout un empire, et leur meilleur outil de diagnostic, c'est l'astrologie. Mon père, lui, s'active avec les moyens du bord, une potion à base d'opium et de mandragore, un analgésique qui soulage la douleur sans jamais s'attaquer à la maladie elle-même. Une agonie repoussée, pas un traitement. Le médecin en chef demande à ce qu'on fasse venir un prêtre au cas où l'impératrice
l'impératrice meurt le soir même. Personne ne cherche vraiment à la sauver. Alors je regarde ses symptômes avec mon œil divin. Tout chronique, essoufflement, dégradation lente, ce n'est pas une simple pneumonie. C'est la tuberculose, appelée ici la peste blanche. Une maladie que je sais soigner, à condition de synthétiser 4 antibiotiques différents, dont un à la structure moléculaire redoutablement complexe. Sans seringue, il faudra tout faire en comprimé. Une erreur, et c'est du poison que je lui donne. Le prince Louis, son jeune fils, débarque en pleurs, suppliant sa mère de guérir. Ce moment brise quelque chose en moi. Je n'ai plus le choix. Je m'avance et je demande, devant toute la cour médicale scandalisée, l'autorisation de traiter l'impératrice moi-même avec un remède nouveau. Mon père est furieux, humilié. Mais Élisabeth II, ancienne magicienne de haut niveau elle-même, me regarde droit dans les yeux et accepte. Elle sent, dit-elle, que je n'ai pas encore abandonné. Mon père exige de savoir ce que je fabrique. Je synthétise, sous ses yeux, les 4 médicaments ANA1 isoniazide, pyrazinamide, éthambutol, et enfin la rifampicine, la plus complexe. Il me somme de m'expliquer, brandissant son bâton, menaçant de tout détruire si je refuse de répondre. Le duel de magie qui suit est bref, violent, et je le stoppe d'un simple geste, sans même prononcer d'incantation. Mon père recule, livide. Qui es-tu, réellement? Je ne peux pas tout lui dire, mais je lui montre une partie de la vérité. Mon carnet de notes, rempli de connaissances médicales impossibles à expliquer. Un savoir reçu, selon moi, en rêve, la nuit de la foudre. Il aperçoit la marque sur mon épaule, croit y voir la bénédiction du dieu de la pharmacie en personne. Un frisson le traverse. Son propre fils, choisi par un dieu, je le supplie de présenter le remède comme étant le sien, pour préserver sa réputation à la cour. Il refuse net. Celui qui crée le remède est celui qui le présente. C'est à moi d'assumer, jusqu'au bout, mes actes de médecin. Je retourne donc seul face à l'impératrice et toute sa cour médicale, dissimulant mon visage. Je lui fais examiner ses propres crachats sous un microscope de fortune que j'ai fabriqué de mes mains. Elle sursaute, des créatures grouillent sous ses yeux. Des bactéries, leur dis-je. Un monde entier de maladies invisibles que cette civilisation ignore encore totalement. L'assemblée est sous le choc. Mon père, en retrait, ne bouge pas pour m'arrêter. Il murmure au médecin en chef que mes compétences dépassent peut-être déjà les leurs à tous. Je promets à l'impératrice une guérison complète en 6 mois, à condition qu'elle prenne son traitement, chaque jour, sous mes yeux. Elle accepte. Le prince Louis, encore, la voit s'endormir paisiblement pour la première fois depuis des jours. Ce soir-là, mon père reste silencieux longtemps. Puis il m'avoue quelque chose que je n'attendais pas. Toute sa vie, il a cru que la médecine se résumait à la technique et au cœur qu'on y met. Mais face à moi, il réalise qu'il n'a jamais vraiment compris qui était son fils. Je lui tends alors un dernier remède, pour lui. C'est tout suspect que j'ai remarqué en chemin, ce matin-là. Il refuse d'abord, convaincu que c'est la volonté du dieu de la pharmacie de le pousser à se perfectionner par lui-même. Je le corrige, doucement, ce n'est pas un dieu qui parle à travers moi, c'est un fils qui vient d'apprendre, grâce à lui, ce que signifie réellement se tenir face à un patient qui va mourir. Continuez à me guider, père. Ensemble, perfectionnons cet article. Il sourit, un vrai sourire. Merci, mon fils. 3 mois ont passé depuis la guérison de l'impératrice. Mon père et moi partageons désormais nos connaissances, presque d'égal à égal. Il m'apprend qu'une université étrangère réclame la formule de mon nouveau médicament contre la tuberculose. Je refuse de la révéler pour l'instant, mais je promets une chose, ce savoir sera un jour partagé avec tous. Un remède qui reste secret ne sauve personne. Mon père hésite. Il me met en garde. Mes idées, mes connaissances, mon existence même, tout cela est perçu comme une anomalie dans le milieu médical. Certains chercheront à m'écarter. Une enquête est même en cours. Quelqu'un aurait tenté d'introduire délibérément la maladie qui a failli tuer l'impératrice, jusque dans le palais. Un assassinat manqué? Je doute que ce soit intentionnel, le taux de contamination est bien trop faible pour cibler qui que ce soit avec précision. Mais le sujet reste ouvert. Une menace invisible plane, quelque part. Ce jour-là, en me rendant au chevet de l'impératrice, le prince Noah m'attrape par surprise pour me taquiner. Un cadeau impérial se prépare pour moi, l'homme qui a sauvé la souveraine. Argent, titre, terre, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Je réponds sans réfléchir, un jour, j'aimerais ouvrir une pharmacie. Un endroit simple, accessible à tous, sans distinction de rang. Auprès de l'impératrice, elle-même se confie à moi. Depuis sa maladie, elle doute de sa légitimité, de sa valeur en tant que souveraine. Je lui rappelle une vérité simple, son fils Louis et tout un peuple ont encore besoin d'elle. Une deuxième vie, dit-elle, mérite d'être mieux vécue que la première. Je lui réponds que j'y pense chaque jour moi aussi, sans pouvoir tout lui expliquer. Puis vient la cérémonie. Devant toute la cour, l'impératrice honore mon père pour son rôle dans sa guérison, en lui offrant un vaste domaine. Puis elle m'appelle, moi, le simple apprenti. Sous les murmures stupéfaits de la noblesse, elle m'élève directement au rang de pharmacien officiel de la cour, et m'accorde, en plus, l'autorisation impériale d'ouvrir ma propre pharmacie dans la capitale. Mon rêve, réalisé par décret royal, du jour au lendemain. Sauf que je n'ai pas eu mon mot à dire sur presque rien depuis. Des ouvriers envahissent aussitôt un terrain déjà acheté pour moi,
mois, exigeant un plan de construction dans l'heure. Ma préceptrice Hélène, réquisitionnée par mon père pour m'assister, m'explique froidement, impossible de reculer, socialement comme physiquement. Je dessine dans l'urgence la pharmacie de mes rêves et les artisans s'émerveillent devant mes plans, dignes d'un autre monde. Reste un détail, le nom de l'enseigne. J'hésite, refusant d'utiliser mon nom de famille pour ne pas trop attirer l'attention, et sans que je comprenne bien comment, un malentendu avec les ouvriers transforme mon indécision en un nom ronflant, gravé avant même que je puisse protester. C'est là que débarque le chef de la guilde des pharmaciens, Béron, méprisant, persuadé de trouver un gamin de noble jouant à la marchande. Il se moque ouvertement de moi, insinuant que je vends au mieux des bonbons. Je réponds avec calme, des pastilles, oui, entre autres choses. Puis je pose la question qui le fait déchanter. Les nobles n'ont pas le droit de rejoindre la guilde des pharmaciens, réservée aux roturiers. Je n'ai donc besoin de personne pour exercer. Quand il insinue que mes prix seront hors de portée du peuple, je réponds simplement que non, ils seront bas, très bas. Il s'étouffe presque de rage, jusqu'à ce qu'Hélène, menaçante, le fasse fuir en un clin d'œil. Maintenant reste à recruter mon équipe. Charlotte, ma jeune servante de 9 ans, s'impose d'elle-même avec une énergie irrésistible. Elle sait compter, elle sait écrire, elle veut rester à mes côtés coûte que coûte. Je craque et l'engage pour de petites tâches. Il me manque encore quelqu'un pour la comptabilité et les papiers officiels, un poste de confiance est difficile. C'est alors que je découvre, stupéfait, que Cédric, l'ancien intendant de ma famille, vient d'être renvoyé du jour au lendemain, officiellement à cause de son genou abîmé. Une décision étrangement soudaine. Je propose immédiatement de l'embaucher moi-même et de soigner son genou par la même occasion. Face à mon père, je demande officiellement son accord. Il me le donne sans hésiter et je comprends alors que ce licenciement soudain n'en était pas vraiment un. Mon père avait tout orchestré pour me préparer, en silence, une équipe de confiance. Il me tend même une bourse d'argent conséquente, cadeau pour le lancement de mon commerce, un geste rare de tendresse paternelle qu'il maquille en générosité de circonstance. Le jour de l'ouverture arrive enfin. Devant une foule mêlant curieux et sceptique, je prononce mon discours d'inauguration, porté par la fierté d'un rêve enfin accompli. Dans la foule, des murmures méprisants, un fils à papa qui joue au commerçant, un gamin qui ne connaît même pas sa place entre nobles et roturiers. Je les ignore. Je continue mon discours, porté par une seule promesse, offrir à chaque habitant de cette ville, riche ou pauvre, des soins à la hauteur de ce qu'il mérite. Et sous les rires moqueurs de la foule, la pharmacie ouvre officiellement ses portes.